La France aujourd'hui, elle se trouve comme jamais face à une image d'elle-même qui n'a pas souvent été l'image qu'elle a connue. Parce que c'est l'une des plus vieilles nations au monde. Eh bien, elle se trouve être le creuset de plusieurs identités, mais qui sont sur un même territoire et qui font face à une loi fondamentale, à une république qui, d'un certain point de vue, exige des obligations identiques, des droits et des devoirs pour les uns et les autres. Et face à cette situation, la première question posée, c'est de savoir en quoi puis-je me reconnaître en l'autre. Et elle se pose à tout le monde cette question. Elle se pose aussi bien à l'Africain qui arrive en France, qu'aux Français qui est là depuis des générations, qu'aux Chinois qui arrivent, qu'aux Maghrébins qui arrivent. Et le devoir des politiques et des intellectuels, des universitaires, de tous ceux qui réfléchissent à cette question, et même des acteurs de la société civile, surtout eux d'abord, c'est justement de faire face à cette situation, mais de se dire, puisque nous sommes embarqués dans le même bateau, dans le même navire, comme disait philosophe allemand, il faut bien évidemment trouver le chemin pour que non seulement le bateau ne tangue pas plus qu'il ne tangue aujourd'hui, mais ensuite qu'on puisse, pour les générations à venir, arriver à un modus vivendi. Autre chose, j'ai toujours pensé qu'on commet une erreur d'appréciation fondamentale quand on pose la question des rapports entre la France et l'Afrique uniquement en termes de flux migratoires. La semaine dernière, le maire de Lyon, Gérard Collomb, et le journal Libération ont organisé un débat qui nous a rassemblés à l'hôtel de ville où il était question de se poser la question de savoir est-ce que l'Afrique se trouve au cœur de l'Europe. J'ai dit, aujourd'hui, il y a une relation entre l'Afrique et l'Europe qui dépasse la question de savoir qui doit rentrer en France ou pas, ou qui doit en sortir. Prenez la question des otages aujourd'hui dans la zone sudano-sahélienne. Il se trouve que, et notamment depuis le 11 septembre par exemple, la sécurité de l'Europe, la sécurité de la France, elle ne se joue pas simplement à Paris. Tout simplement parce qu'il y a des intérêts entremêlés entre les États, entre les nations. On est aussi bien, quoique parisien, en danger à Washington, qu'on le sera à Rabat, à Dakar, ou je ne sais pas moi, à Lomé. Et de la même façon, il faut le dire, l'Afrique qui a, via la Méditerranée, un pont avec l'Europe. Et j'ai toujours dit que, de mon point de vue, le Sahara et la Méditerranée ne sont pas des frontières entre l'Afrique et l'Europe, c'est plutôt des ponts. Autour de la Méditerranée, il y a des enjeux importants où se joue la paix du monde entier. Et il se trouve que les peuples qui sont les riverains les plus proches, ils ont le devoir, aussi bien sur la question de l'environnement, sur la question de la gestion de tout ce qu'il y a comme navires de circulation qui portent des matières premières stratégiques, eh bien, ils ont la responsabilité de veiller à la protection du pourtour méditerranéen. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet d'union pour la Méditerranée que la France a mis en place, et d'ailleurs depuis le processus de Barcelone, on se rend compte que toutes les questions de paix et de sécurité en Europe, elles ont un lien étroit avec les questions de paix et de sécurité en Afrique. Et par ricochet, il faut le dire, aujourd'hui, l'Union africaine, son plus grand pourvoyeur en argent pour la paix et la sécurité de ses territoires, c'est l'Union européenne. Et là, on est devant des enjeux qui concernent la vie de millions et de milliards de personnes. Je pense donc que, pour terminer, les échanges peut-être nous permettront d'aller plus longtemps, il faut dépasser la question de la relation entre la France et l'Afrique en termes de questions de flux migratoires. Et en plus, il n'y a pas qu'en France on trouve des Africains, on les trouve partout, tout comme on trouve des Français partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités, il y en a qui font carrière en Suisse, aux États-Unis. La question fondamentale, c'est que vous avez un continent de moins de 600 millions de personnes, vous avez notre continent à côté qui, dans 20-30 ans, se trouvera, aura plus de 2 milliards d'habitants qui auront moins de 20 ans pour la plupart. Qu'est-ce qu'on fait et quel monde on crée? Voilà la question fondamentale. Et de mon point de vue, je pense que c'est là qu'il faut mobiliser les intelligences. On peut aussi traiter le fait d'être français et africain, et d'être français et africain, c'est-à-dire d'être à la fois français et africain. C'est une histoire partagée, il y a des Français, il y a des Africains, et aujourd'hui il y a des Français africains, des Africains français. Ça veut dire que la France, je partirai juste d'un mot de Césaire. Césaire, il disait, on a un petit problème, nous en France, c'est qu'on vit dans le ou bien. C'est la période coloniale qui veut sans doute ça. Vous êtes ou bien martiniquais, ou bien français. Et on vous somme de choisir. Jusqu'à aujourd'hui,
Vous l'aimez, la France, ou vous la quittez. Mais aujourd'hui, les enfants qui naissent en France n'ont pas qu'un seul pays. Nicolas Sarkozy, le jour de son élection, a dit quelque chose qui n'était pas raciste, qui n'était pas abominable, mais qui était juste faux. Il a dit « Aimez votre pays car vous n'en avez qu'un seul ». C'était peut-être vrai il y a 30 ans, 40 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. Les enfants qui naissent en France ont plusieurs pays. Ils ont une tante qui vit au Canada, ils ont un oncle qui est haïtien, et donc dans leurs affinités, ils sont des transnationaux. Vous savez que le terme de transnational, qui est un terme un peu compliqué en géographie, les enfants de troisième le comprennent. La question du droit, c'est qui me paraît fondamental. Un Français, c'est un Français. C'est un statut juridique. La question en France, c'est pas celle de l'intégration, c'est celle de l'acceptation de tous. Parce que si c'est le problème de l'intégration, on ne comprendrait pas pourquoi, quand vous avez des parents sénégalais qui viennent en France, et l'oncle et la tante qui vont aux États-Unis, d'un côté vous avez des enfants en France qui disent on est sénégalais quand on a 25 ans, on dit on est sénégalais quand on est en France, et où aux États-Unis ils disent qu'ils sont américains. Donc c'est pas un problème du groupe, de la communauté, qui s'intégrerait ou qui ne s'intégrerait pas, c'est des Sénégalais dans les deux cas. C'est le problème de comment fonctionne la société d'accueil. Sauf que certains d'entre nous ne sont pas français pour tout le monde, et en particulier ne sont pas français pour la force publique. Être contrôlé 7 fois par jour, on se dit à un moment donné, est-ce que mon papier français est le même que le papier français de mes petits camarades qui sont dans la même école que moi et qui sont nés dans les mêmes cliniques que moi. Et puis, donc une dernière chose, c'est la question de la nationalité, la question de la citoyenneté. Et pour revenir à l'histoire, il y a beaucoup de gens là qui ont travaillé sur les tirailleurs africains. Il semble que ce que les grands-parents ont fait de manière parfois forcée ou de manière volontaire, des résistants de la Deuxième Guerre mondiale ou des tirailleurs africains enrôlés pendant la Première, en tout cas, ils ont donné droit à leurs arrière-petits-enfants à ne pas devoir répondre aux injonctions « aimez-la ou quittez-la ». Ils sont français comme tout le monde. Et leurs parents, qui par la décolonisation, etc., ont fait les indépendances, sont des étrangers, devraient avoir droit de citoyenneté, c'est-à-dire de voter. Parce que la nationalité et la citoyenneté, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, on est dans des choses, vous entendez, encore dernièrement, quelques heures, la question de bon français. Ça n'existe pas. Français est un statut juridique. Il y a des Français. Et on ne peut pas perdre sa nationalité française, c'est impossible. On peut perdre ses droits civiques, vous voyez, c'est un problème juridique. On peut perdre ses droits civiques. On ne peut pas perdre sa nationalité. Enfin, on va peut-être pouvoir, mais c'est une barbarie juridique. Et c'est quelque chose qui fait quelque chose de grave, parce que c'est une fracture au sein de notre famille, et ça détricote ce qu'avait fait Renan, c'est-à-dire qu'il avait fait de ce pays un droit du sol. Il avait dit être français, c'est pas une race, c'est pas une ethnie, c'est pas une couleur de peau, c'est du droit, c'est du vouloir vivre ensemble. Oui, les gens qui sont français comme moi sont à la fois héritiers, ont à la fois un héritage culturel quand c'est le cas de leurs parents, mais aussi un héritage en termes de racisme, c'est-à-dire que dans la perception commune, leur sont affectés tous les stéréotypes qui ont été créés à l'époque coloniale. Et on le voit très très bien dans la façon dont sont appréhendées ces personnes-là dans l'actualité par les politiques. Nous, les indivisibles, en fait, on épingle régulièrement les propos qui sont tenus par les personnalités publiques, politiques, etc., parce qu'on estime qu'elles ont une responsabilité. Et dans le registre, en fait, dans la rhétorique politique, on se rend compte que les personnes qui sont non blanches, c'est comme ça que nous les nommons, nous les indivisibles, sont systématiquement perçues comme des fauteurs de troubles et souvent stigmatisés sous l'angle de leur minorité. C'est-à-dire que, notamment en ce moment, la grande mode, c'est l'islamophobie. Donc, il se trouve que les gens qui sont perçus comme étant musulmans sont les gens d'origine maghrébine. Et dans le discours politique, on a noté un registre de l'invasion, une peur par rapport à une islamisation possible de la France et une qualification des gens qui sont soit musulmans, soit jeunes de banlieue, soit d'origine africaine, qui même lorsqu'ils sont français sont considérés comme des exogènes. Donc ce que je voulais dire également, c'est que la question coloniale, nous, on l'aperçoit par la façon dont on parle des banlieues. J'ai le souvenir que, ça fait 5 ans maintenant, mais c'est pas si loin, les émeutes qui ont commencé à Clichy-sous-Bois il y a 5 ans,
ont donné lieu à un certain nombre de débordements en termes verbaux. On a tout de suite perçu, en fait, beaucoup de personnes ont commencé à expliquer les raisons des émeutes, non pas pour des raisons sociales, ce qui était assez évident, de manière assez claire. Les gens qui sont révoltés étaient des gens qui appartenaient aux franges de la population les plus défavorisées, les plus pauvres, mais rapidement, nombre de politiques et d'intellectuels ont attribué à leur révolte des causes comme la polygamie, l'islam et toutes sortes de fantaisies exotiques qui n'existent évidemment qu'en banlieue.